Hop, ça c'est bon. Ça c'est OK. Est-ce qu'on a du monde qui arrive? Voilà, on a les gens qui commencent à se connecter petit à petit. On va laisser le temps pour eux d'arriver. Hop, il y a quelques personnes qui arrivent. N'hésitez pas à écrire dans le chat les personnes qui arrivent. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je laisse encore quelques minutes pour que les personnes arrivent et puis nous allons commencer l'échange sur ce premier rendez-vous donc de Bibliothèque RH avec Frédéric Hivernel qui va nous présenter son livre. Hop. Alors... Allez, on a un peu plus de monde qui est arrivé. On va commencer. Alors, bonjour à tous et à toutes. Dans ce premier épisode donc, de Bibliothèque RH, un nouveau rendez-vous qui est dédié aux livres qui viennent transformer les pratiques des ressources humaines. Aujourd'hui, j'ai le plaisir donc, d'accueillir Frédéric Hivernel, qui est auteur de Réussir vos premiers pas en entreprise, les 100 jours clés. Un ouvrage qui se veut indispensable pour mieux accompagner les jeunes talents et de manière plus générale permettre à tous les collaborateurs de performer et de s'épanouir en entreprise. Frédéric, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer votre parcours en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'inaugurer ce nouveau rendez-vous qui, je pense, peut fédérer davantage des communautés et puis ouvrir l'esprit de chacun sur des pratiques qu'on peut avoir à droite et à gauche et qu'on ne connaît pas forcément. Moi, je suis un vieux de la fonction RH parce que j'ai démarré ma carrière en 1990. J'ai eu un parcours long chez Bouygues d'abord, où j'ai occupé différentes fonctions dans le domaine des ressources humaines, jusqu'à devenir, dans le cadre de la mobilité interne, directeur des ressources humaines de TF1. Et puis, au bout d'une quinzaine d'années dans la fonction RH, le président de TF1 de l'époque m'a demandé de l'abandonner pour m'occuper de la communication et du marketing du groupe TF1, ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années. Et puis, comme beaucoup, lorsqu'on siège dans un comité exécutif, après 20 ans passés dans une même entreprise, on se voit proposer souvent une sortie, ce que j'ai donc accepté, évidemment. Et puis j'ai rebondi assez vite comme DRH d'abord du Théâtre du Châtelet, puis comme directeur général du Théâtre du Châtelet, qui est une fonction que j'ai occupée pendant 5 ans, avec là, cette fois-ci, à embrasser, disons, des activités culturelles, des artistes, et puis une nouvelle façon de vivre le management des équipes dans un théâtre subventionné, donc évidemment moins fortuné que ne pouvait l'être une société privée comme TF1. Ça a largement complété mon parcours en m'ouvrant les yeux sur notamment la force syndicale, la force de l'inertie, et aussi les talents individuels qui sont capables à un moment donné de coexister les uns auprès des autres pour organiser des événements absolument majeurs, comme on peut en voir dans les très grands théâtres français.
Et puis, après 5 ans de direction générale du Théâtre du Châtelet, j'ai décidé de changer d'activité, aussi parce que j'ai l'âge de mes artères, aussi parce que j'ai eu ce parcours assez long qui me permettait, finalement d'appréhender la vie professionnelle un peu différemment. Et je me suis retiré des activités, opérationnelles, en créant un cabinet de consulting qui s'appelle FIF Conseil, spécialisé dans le domaine du management. J'accompagne des entreprises et des dirigeants, notamment sur leur politique de communication et plus généralement, disons, sur leurs activités managériales. J'enseigne dans beaucoup d'écoles et j'écris. Donc j'ai écrit ce premier ouvrage. Un second suivra dans les 2 mois qui viennent maintenant, puisque la maison d'édition m'a demandé de compléter ce dispositif par un autre bouquin, D'accord. plus orienté, disons, sur les seniors. Et voilà où j'en suis de mon parcours. D'accord, merci, du coup pour cet éclairage. Alors pour introduire notre échange, je vais revenir sur, une analyse en fait de l'institut Eurostat, qui a été diffusée au printemps dernier, et qui explique, qu'en moyenne en France, notre vie professionnelle, occupe, 32 années. Ce qui signifie donc, ben, on le sait, hein, que la carrière et plus largement en fait la vie en entreprise occupe une place très importante dans notre société. Mais on observe aussi en fait depuis quelques années un changement du rapport des individus en fait à l'entreprise, qui est aujourd'hui, alors surtout pour les jeunes talents, mais finalement aussi pour, tous les salariés de toutes les catégories d'âge confondues, qui cherchent un environnement professionnel où ils vont pouvoir trouver du sens à leur travail, performer et s'épanouir. Et dans l'environnement donc des ressources humaines, ce sont des attentes qui ont été, entendues avec une tendance, très forte qui consiste à mettre en place ou alors à améliorer différents dispositifs, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail en matière de RSE, de management et cetera. Mais finalement, vous Frédéric, lorsque vous avez écrit ce livre, vous vous êtes appuyé sur un principe qui est bien plus simple que tout ça. Vous êtes parti du principe que la compréhension, c'est la clé pour mieux appréhender et piloter sa vie professionnelle, et aussi du coup pour le volet RH et management, pour mieux accompagner les trajectoires professionnelles dès le début de la carrière. Et la compréhension, c'est finalement tout le fil rouge de votre livre, puisque vous traitez, de manière un peu globale la compréhension de l'entreprise, mais aussi la compréhension de la vie au travail, des relations entre collègues ou avec le management, ou encore, ce que signifie, construire un parcours professionnel, donc le sien, mais aussi participer à construire le parcours professionnel, de nos collaborateurs quand on est manager. Alors naturellement, la première question que je veux vous poser, c'est pourquoi c'était important pour vous d'écrire sur, enfin dans ce guide, sur, finalement la mécanique de la vie en entreprise et du parcours professionnel? Ah, je vais juste compléter, votre, 1er propos avec, 2-3 éléments chiffrés de plus pour qu'on les ait tous en tête. On passe 60 de notre vie éveillée à travailler. OK. 60 de notre vie éveillée à travailler. Bon. Et si je mets de côté, le temps de transport, et puis, Oui. le petit déjeuner du matin, on monte à 80. Bon. Le 2e chiffre qui est très frappant, c'est que 90 des salariés français se déclarent désengagés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas au rendez-vous des exigences de leur fiche de poste. Ça veut juste dire que leur rapport à l'entreprise est à ce point distendu qu'ils, préfèrent, flirter avec elle plutôt que s'investir, au-delà, de ce que pourrait représenter, leur job. Le 3e chiffre qui est, frappant, c'est que 50 des salariés français se déclarent stressés au travail. C'est-à-dire qu'un collaborateur sur 2 arrive le matin au boulot un peu avec la boule au ventre. Mmh. Donc quand on fait ce tableau statistique extrêmement rapide, on se dit qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans nos entreprises, parce que je ne connais pas un DRH qui, un matin arrive au bureau en se disant qu'il va recruter quelqu'un de désengagé Ouais. ou, qu'il va, proposer une mission qui va stresser le collaborateur en question. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, qui ne marche pas, à la fois dans la relation que le collaborateur entretient à l'entreprise et à la fois dans ce que l'entreprise propose aux collaborateurs pour s'épanouir différemment. Donc partant de ce principe, d'abord, ça c'est le premier élément, et du second, qui est que j'enseigne depuis maintenant plusieurs années, que je côtoie toute cette jeune génération de futurs talents,
je me suis dit qu'il y avait nécessairement quelque chose entre deux à apporter pour essayer d'éclairer un peu différemment la vision que l'entreprise peut avoir des plus jeunes, Oui, d'accord. comme la vision que les jeunes peuvent avoir de l'entreprise. Oui, Ce bouquin, il n'a pas pour objet d'expliquer aux jeunes comment se comporter. oui, Il a c'est aussi ça. pour objet de faire comprendre aux entreprises qu'il y a des talents là qu'il faut savoir gérer autrement. Donc, partant de ces deux principes, je me suis posé la question de savoir comment on pouvait préparer autrement les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qu'ils ne le sont dans la réalité au travers des quelques stages qu'ils ont pu faire ou même au travers de l'alternance. Oui, Qui c'est ça. donne en fait de l'entreprise une vision un peu différente de celle qu'on aura à fréquenter lorsqu'on sera en CDI. Comment on s'insère dans une entreprise, comment on construit son projet, comment on y est évalué, comment on en tire profit aussi, sont des questions qui m'ont un peu animé lorsque j'ai décidé d'écrire ce bouquin. Moi, j'ai 35 ans ou 40 ans maintenant de vie professionnelle, que je vous Mmh. explique à l'instant, et finalement, j'aurais aimé, il y a 40 ans, qu'on m'explique un peu mieux ce que l'on attendait de moi, quoi, Oui, pour éviter certaines erreurs, pour être un peu plus serein dans la construction de mon projet professionnel. Parce qu'il y a un élément qui me semble absolument fondamental à rappeler à tout le monde, c'est que réussir en entreprise, c'est pas seulement travailler bien. Ce serait trop simple. oui, Réussir en entreprise ou réussir sa carrière, c'est pas seulement avoir un poste prestigieux, c'est s'épanouir, s'accomplir et prendre du plaisir. Ce sont l'ensemble de ces éléments qui m'ont amené à écrire ce petit bouquin. d'accord, merci. Alors justement, vous dites, au début de votre carrière, vous auriez voulu avoir un livre comme ça et c'est exactement en fait ce qui est également, expliqué, donc dans le postface par Xavier Couture, qui identifie finalement ce livre comme quelque chose d'universel. Où il dit, que lui, il aurait bien voulu pouvoir saisir son hivernel, comme on peut saisir un Becherel ou son Larousse, en fait, dans la vie de tous les jours. En indiquant que finalement c'est quelque chose, c'est un livre de référence où on trouve, toutes les clés pour faire face aux obstacles ou aux différents pièges, qui peuvent arriver au cours d'une carrière. Et c'est pour ça que finalement, ce livre, il s'adresse aussi bien aux jeunes talents qui doivent comprendre et maîtriser les codes de l'entreprise, qu'aux RH et managers, qui veulent affiner leurs pratiques et accompagner leurs équipes. Hem, Est-ce que vous pouvez, nous expliquer, ben, selon vous, votre regard, finalement, quels sont les points communs et les différences et donc les éventuels points de friction, de ces 2 populations dans leur approche du monde du travail? Bah, je vais essayer de faire très court parce que ça, ce sont des approches sociologiques qui mériteraient des développements de plusieurs jours. Moi, ce que je constate des plus jeunes, pour les fréquenter beaucoup, dans les cours que je peux donner et dans les conseils que je peux délivrer aux managers dans les entreprises avec lesquelles je travaille, c'est 4 caractéristiques. La première caractéristique de cette jeune population, c'est une soif d'horizontalité. C'est probablement une des premières générations qui en sait davantage que, par exemple, ses parents sur un certain nombre de technologies. Et c'est aussi probablement la première génération qui note ses profs dans les écoles. Moi, j'ai jamais noté un prof, hein. Aujourd'hui, à la fin d'une session, vous notez les élèves et eux vous notent de la même façon. Comment ça se transforme en entreprise, ce besoin d'horizontalité? Ça se transforme d'une façon très simple, c'est que mon chef doit m'apporter quelque chose. C'est pas parce qu'il est le responsable hiérarchique que pour autant j'accepte sa dépendance. Oui, La d'accord. soif d'horizontalité, elle génère, cette idée que la hiérarchie doit apporter quelque chose, d'un coaching, d'un apprentissage, d'un plaisir. Le deuxième élément caractéristique, c'est que cette jeune génération, elle a une urgence à vivre pleinement. C'est l'une des premières à être confrontée d'abord à la finitude potentielle du monde pour ce qui concerne le développement durable Oui, et qui est aujourd'hui bousculée par les événements géopolitiques que l'on connaît. L'urgence à vivre pleinement, ça veut dire, et ça se traduit en entreprise par: «Je veux tout, tout de suite». Je veux être bien payé, je veux prendre du plaisir immédiatement, je veux obtenir ce que, je rêve d'avoir, mmh, sans perdre de temps. La troisième caractéristique, c'est que c'est une génération qui est en quête de sens et d'impact, hein, vous l'avez dit vous-même. Comment ça se traduit ça en entreprise, le fait de vouloir, du sens à son action? Ça veut dire que je veux des valeurs qui me correspondent dans une entreprise dans laquelle je travaille. Je veux qu'elle ait un impact sociétal et non pas, seulement une réflexion économique, et je veux enfin comprendre mon rôle dans l'organisation générale. Et puis enfin, la quatrième caractéristique, c'est la liberté organisationnelle.
On est fatigué le lundi parce qu'on a fait la fête le dimanche, on se dit qu'on va pouvoir travailler le samedi et donc récupérer sa journée de lundi sans venir au bureau. Mmh. Il y a cette idée qu'on veut choisir son temps. Donc quand vous prenez les jeunes, leur patron doit leur apporter quelque chose. La hiérarchie ne signifie rien si elle ne s'accompagne pas de plaisir et Oui, d'apprentissage. d'accord. 2, ils veulent tout de suite. 3, ils veulent des valeurs fortes et comprendre leur rôle dans l'entreprise. Et 4, ils veulent choisir leur temps. Mmh. Ça, c'est les jeunes. Vous comparez avec les plus anciens, et je vais faire le même topo très rapide. La génération X, donc la génération qui est la plus importante pour ce qui concerne les managers intermédiaires, elle a vécu l'entreprise comme un sacrifice. Donc, elle s'est réalisée dans la douleur. Donc, je travaille tard, je reste connecté, etc. Oui, d'accord. Deuxième élément, c'est qu'elle a considéré que le temps était un allié. Donc, la réussite vient avec l'ancienneté, en fait. Plus j'ai d'expérience, plus je suis vieux dans la structure, plus je peux obtenir ce que je cherchais à obtenir au départ. Troisième élément, l'intérêt personnel a toujours primé sur l'intérêt collectif. Ça se traduit en entreprise par je travaille pour moi et ma famille. Et puis enfin, le quatrième élément, c'est le respect des règles est absolu. En l'occurrence, je fais ce que le collectif me dit. Donc vous avez d'un côté des jeunes qui veulent vivre une nouvelle façon de s'épanouir parce qu'il y a de l'urgence, parce qu'il y a de la passion, parce qu'il y a de l'engagement. Et puis de l'autre côté, vous avez des plus anciens, qui sont leurs managers, qui eux se mettent dans une disposition d'esprit qui consiste à dire « Attends Coco, moi j'ai attendu 25 ans avant d'avoir le poste que j'ai, bah, tu vas ramer comme j'ai ramé ». Donc ce sont les comportements qu'on peut voir constamment dans toutes les boîtes. Résultat des courses, vous avez un choc générationnel qui est extraordinaire en fait. Entre des gens qui vivent collectivement le même moment, mais qui ne peuvent pas se retrouver dans leurs valeurs personnelles, quoi. Oui, d'accord. Donc il y a 2 façons pour les entreprises de régler cette difficulté. La première, c'est de surinvestir en matière de formation vis-à-vis des jeunes managers pour leur apprendre la bienveillance, le respect, la tolérance. Et puis de l'autre côté, il y a cette nécessité d'expliquer aux jeunes qu'ils doivent aussi gérer leurs impatiences, qu'ils doivent comprendre que les plus anciens ont des qualités et qu'ils doivent surtout intégrer un élément qui, moi, me semble fondamental, c'est qu'on n'invente pas l'avenir d'une entreprise en oubliant son passé. Donc en fait, ces deux générations, il faut qu'elles retrouvent une façon de se réincrémenter l'une l'autre pour avancer ensemble. D'accord, merci. Alors, maintenant on va rentrer un peu plus dans le, détail de votre livre. Celui-ci, il se compose de 3 parties, donc je vais vous poser une question sur, chacune de ces parties. La première, c'est sur les 100 premiers jours en entreprise. Hem, donc à première vue, elle pourrait sembler en fait davantage orientée sur, l'acculturation finalement des jeunes talents à l'intégration. Mais en fait, vous traitez, 8 étapes clés pour, bien s'intégrer, mais aussi pour bien intégrer. Donc, les enjeux en fait qui sont mis en avant, dans cette première partie, de votre livre, c'est comment réussir son arrivée en entreprise et du coup, de l'autre côté, comment, réussir l'accueil d'un nouveau collaborateur. Vous rappelez également que, 20 des nouvelles recrues quittent, l'entreprise dans les 3 mois qui suivent l'onboarding. Et alors, comment les RH et managers, peuvent mieux appréhender les attentes des jeunes talents vis-à-vis du parcours d'intégration? Bah, il y a un premier sujet, notamment sur les ruptures, de contrat en cours de période d'essai qui sont autant à l'initiative de l'employeur qu'à l'initiative du salarié. C'est qu'il y a souvent, un misfit entre ce qui est exposé pendant tout le procédé, traditionnel de recrutement et la réalité de ce que les, jeunes talents découvrent lorsqu'ils arrivent dans l'entreprise. C'est-à-dire que, aujourd'hui, il y a, beaucoup d'entreprises qui travaillent sur leur marque employeur, qui développent, des valeurs qu'on connaît Oui, tous. Lorsque, effectivement, vous êtes convaincu d'intégrer une boîte parce qu'elle affiche des valeurs qui sont des valeurs fortes et qui vous correspondent, et que lorsque vous y mettez votre premier pied, vous constatez à quel point il y a un écart entre ce qui a été déclaré, ce qui est inscrit au fronton des salles de réunion et la réalité de ce que vous vivez, ouais, vous avez le sentiment d'avoir été mystifié et donc vous partez. Parce que ça, c'est une, donne que les entreprises doivent aujourd'hui intégrer, c'est que la déception des jeunes se traduit assez vite par la rupture, en fait. d'accord. Là où les générations précédentes acceptaient en courbant les chines ou le dos.
Donc ça, c'est le premier élément, que je mettrai en avant. En l'occurrence, dites la vérité dans le procédé recrutement de ce qui se déroule réellement dans votre entreprise. N'allez pas inventer des valeurs, qui seront immédiatement trahies par les actes qui seront les vôtres. C'est un D'accord. premier élément. Le deuxième élément, c'est que je pense qu'il faut tordre le cou à des préjugés. Cette jeune génération, on l'a décrit, zappeuse, on l'a décrit désengagée, on l'a décrit peu loyale, on l'a décrit à la recherche, exclusive d'un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Heu, je J'affirme que cette jeune génération, contrairement à ce qu'on nous raconte régulièrement, c'est une génération très engagée. Oui, La différence entre elle et les plus anciennes générations, c'est la durée de l'engagement. Là où, ceux qui, ont aujourd'hui 50 ans, étaient prêts à effectivement des parcours relativement longs dans nos organisations, les plus jeunes, au bout de 3, 4, 5 ans, se reposent la question de savoir si la vie qu'ils sont en train de vivre est bien celle qu'ils veulent vivre. Et donc ils s'autorisent des choses que nous sommes jamais, nous, autorisés. Ce sont les voyages en Asie du Sud-Est, ce sont les, congés, longue durée, ce sont des reconversions professionnelles à 27, 28 ou 29 ans. Donc, il faut que les entreprises intègrent dans leur, fonctionnement quotidien désormais cette idée que le temps de présence de ces plus jeunes sera remarquable parce qu'ils sont extrêmement engagés, courageux, ils apportent de l'oxygène, ils ont une autre vision des choses, ils sont beaucoup plus libres, mais peut-être de plus courte durée. Donc c'est le deuxième élément qu'il faut absolument intégrer dans la réflexion lorsque l'on décide effectivement de faire appel à cette jeune génération. Pas de mensonges et une durée limitée. oui, Mais en contrepartie de cela, on a des gens très investis, très engagés et capables de faire bouger un peu un écosystème qui est figé depuis des années. Juste pour finir sur ce thème, comment peut-on expliquer aujourd'hui que l'école qui forme ces jeunes générations soit la même que celle de nos parents, alors que tout a changé? d'accord. Il faut maintenant que les entreprises fassent ce travail de réflexion, plus intime. Et c'est du coup, en fait, finalement, c'est d'ailleurs pour ça que, que vous avez estimé, en fait, important d'essayer de défaire un peu les clichés qui pèsent, sur ces talents en début de carrière. C'est Oui, parce que c'est pas, en se jetant au visage des clichés qu'on fait avancer un projet collectif. C'est pas en disant des jeunes qui sont désengagés et des vieux qui sont déconnectés qu'on va arriver à construire, quelque chose qui va donner un avenir à chacun d'entre nous. Les plus anciens, par exemple, tout le débat autour des seniors selon lequel, ils seraient, déconnectés, peu agiles, incapables de résister au changement, trop chers, trop vieux pour redémarrer un autre projet. Enfin, tout ça, ce sont des clichés absolument atterrants, quoi. Comme le sont les clichés qui aujourd'hui enrobent les plus jeunes. ouais, Donc je pense qu'il faut que, on se dise la vérité. Un jeune talent aujourd'hui, il est tout autant engagé qu'un plus ancien, mais sur une durée plus courte. plus courte. OK, bah, très bien, bah, il faut l'accepter. Puis il faut le vivre comme ça. Donc il faut changer aussi nos schémas. Vous voyez, par exemple, tous ces systèmes de rétention des talents qui construisent cette idée selon laquelle, on va payer quand on aura vu. En l'occurrence, on va vous donner des stock options et puis dans 5 ans, si vous travaillez bien, vous pourrez les libérer. Ça peut pas fonctionner vis-à-vis d'une jeune génération qui, au bout de 3, 4 ans, de toute façon, se repose la question de son projet professionnel. C'est Mmh, impossible. Donc il faut changer cette donne-là. Il y a d'autres moyens de, fidéliser ou d'encourager les gens. d'accord, merci. On va revenir, également donc sur les 25 conseils que vous partagez, pour performer au travail. Dans la deuxième partie de votre livre, vous évoquez notamment la nécessité, en fait, de se respecter, pour les collaborateurs et de faire des compromis sans pour autant se compromettre. Comment l'entreprise peut-elle accompagner finalement les collaborateurs pour qu'ils trouvent, le bon équilibre entre, adaptation à l'environnement collectif et affirmation de soi? Bah, je pense que, l'une des réponses possibles, c'est de privilégier le succès collectif sur la réussite individuelle, en fait. Moi, il y a 2 boussoles qui ont guidé ma vie professionnelle, et que j'essaye de transmettre à tous ceux, auxquels je m'adresse. C'est d'un côté, cette idée que seul on n'arrive à rien, ou en tout cas on n'arrive nulle part,
Mmh. Et l'autre idée, qui est que le respect prime toujours sur la performance. Toujours. Ça signifie pas qu'on est, au Club Med, et qu'on peut se taper dans le dos. Il ne peut pas y avoir de performance durable sans le respect dû aux personnes. Les 2 boussoles qui doivent guider les actions aujourd'hui des jeunes générations et des plus anciennes, c'est seul on n'arrive à rien et le respect prime sur la performance. Et si les entreprises développent ces valeurs-là, qui font appel en fait à du collectif, à de l'entraide, à de la compréhension mutuelle, donc si elles mettent l'accent davantage sur les soft skills que sur des compétences techniques qui de toute façon sont obsolètes dans les 24 ou 28 mois, une fois qu'elles ont été acquises, on aura des résultats un peu différents. On pourra permettre effectivement à des gens de s'épanouir à titre personnel, tout en respectant un environnement professionnel. Il ne peut pas y avoir de réussite personnelle sans succès collectif. Il faut qu'on intègre ça dans nos fonctionnements quotidiens. OK, très clair. J'aimerais maintenant qu'on puisse faire un lien finalement avec, un peu l'actualité, enfin l'actualité, le nouvel environnement, des ressources humaines, hem, où on sait que désormais, les carrières linéaires sont de moins en moins la norme. Selon vous, quels sont les leviers que les RH et managers peuvent, activer pour fidéliser donc les talents, tout en leur permettant de rester employables, sur le long terme, ce qui implique, comme vous le disiez, justement, que peut-être au bout de 3 4 ans, ce sera, être employable pour une autre entreprise. Ouais. Bah, moi, j'ai un sentiment, c'est que, il faut accepter le départ des talents, en fait. C'est-à-dire que cette idée selon laquelle il fallait, visser les gens à leur fauteuil, à coups de stock options, de projets managériaux ambitieux, d'évolution interne et cetera. Moi, je pense que ce temps-là, il a un peu vécu. La 1re des idées que je pose sur la table, c'est que les entreprises doivent accepter de voir partir les gens. Accepter de voir partir les gens, c'est aussi potentiellement accepter de les voir revenir. De les voir revenir enrichis d'une expérience un peu Oui. différente, oxygénés par d'autres pratiques et d'autres matières. C'est le 1er élément. Moi, je pense que fidéliser, ce n'est pas retenir. Et il faut accepter l'idée que les gens peuvent, aller, s'égayer ailleurs et trouver d'autres sources de satisfaction, d'émotion et d'apprentissage. C'est le 1er point. Je pense que la fonction RH, elle a cette ambition-là. Elle doit travailler l'employabilité des gens, même D'accord. et y compris si à un moment donné, ce sont des gens qui sont amenés à quitter l'entreprise dans laquelle ils sont. Après, il y a malgré tout des choses à faire. C'est-à-dire qu'il y a un 2e élément pour moi qui me semble important, c'est, que les entreprises doivent permettre un temps d'apprentissage personnel aux collaborateurs. OK. Jusque-là, vous savez, la formation, Ouais. c'était, les stages, sur catalogue et puis vas-y, on t'infuse et cetera et cetera. La réalité, c'est que, il faut un peu changer cette donne-là. Un salarié qui apprend, c'est un salarié qui reste employable et qui, par ailleurs, est plus engagé. Donc il faut, je pense, aujourd'hui, réserver des temps d'apprentissage personnel aux collaborateurs dans le domaine de la formation pour qu'ils s'initient à des sujets qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec ce qu'ils font immédiatement, mais qui peuvent les enrichir de façon différente, Mmh. ou en leur, délivrant des cartes d'autorisation à assister à des conférences. Moi, je pense par exemple que, imposer ou accepter que des jeunes collaborateurs, fassent une conférence internationale par an, c'est légitime, c'est important, c'est une façon aussi de, rencontrer d'autres types de talents et de s'enrichir. Et puis c'est la même chose avec le mentorat. Aujourd'hui, tout jeune devrait être accompagné par un mentor, pas seulement un mentor interne à l'entreprise, mais aussi un mentor externe à l'entreprise, D'accord, oui. qui leur permet de franchir des obstacles. Et puis il y a un 3e élément, juste très rapidement, c'est qu'il faut reconnaître immédiatement le travail accompli. Il ne faut pas attendre les entretiens annuels pour faire des feedbacks. Il ne faut pas se dire, en regardant les nuages de points de rémunération dans une entreprise, qu'un tel, compte tenu de son âge et de son ancienneté, devrait être positionné là. Il y a des gens qui ont du talent, et l'âge, n'a pas de talent et inversement. Donc en fait, quand vous avez des collaborateurs de très grande qualité, ben, il faut les payer. Mais il ne faut pas les payer à coup de stock, il faut les payer à coup de primes, à coup de rémunération, à coup d'évolution de fonction. Donc c'est ça les 3 éléments, moi, pour les résumer. 1, acceptons le départ des talents, parce qu'ils reviendront plus forts. 2, délivrons des cartes blanches, d'accompagnement, et de temps d'apprentissage personnel. Et 3, rémunérer les gens à leur juste valeur immédiatement. Super, merci.
pour cette conclusion. Nous arrivons donc à la fin de cet échange. Frédéric, je vous remercie infiniment pour votre éclairage. Je représente à tout le monde du coup votre livre, donc Réussir vos premiers pas en entreprise, les 100 jours clés, qui a été publié par les éditions Ellipse et qui est disponible sur toutes les plateformes de commande en ligne et évidemment chez votre libraire. Merci beaucoup de votre écoute et de votre invitation. Merci, bonne journée, à Bonne bientôt. journée, à bientôt. Au revoir.